Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Application de certaines mesures issues du Conseil interministériel sur le transport. Le gouvernement passe à l'acte le transport public interurbain de personnes est interdit entre 23h et 5h du matin. Les véhicules de transport ne sont autorisés à stationner que dans les gares routières ou les parkings réservés à cet effet. Hausse du prix de l'électricité, la direction générale de la Sénélec s'explique devant la presse et les associations de consommateurs. La hausse du prix est due selon Pape Mademba Biteye à la cherté du combustible. Il précise que les couches vulnérables ne sont pas concernées par cette hausse. À Rufisque, les agents municipaux de la ville dénoncent les lenteurs notées dans le paiement de leurs salaires. Ils pointent du doigt le nouveau système de gestion financière des collectivités locales. Et puis votre rubrique Éclair s'intéresse aujourd'hui à l'écotourisme, une forme de tourisme respectueuse de l'environnement très encouragée par les investisseurs. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans ce point. Bonsoir et bienvenue. Nous démarrons ce journal avec cette triste information. Pathé John, directeur et fondateur du groupe Sunu, est décédé à Paris des suites d'une maladie. Il avait acquis 54,11% des parts du français BNP Paribas dans sa filiale sénégalaise B6. Le groupe immédiat par ma voix présente ses condoléances au groupe Sunu. Et puis au lendemain de l'entrée en vigueur de la nouvelle grille tarifaire de l'électricité, la direction de la Sénélec a rencontré la presse et les associations de consommateurs. C'est pour expliquer les principales raisons de l'ajustement des couches, du prix. Les couches vulnérables ne sont pas concernées par cette hausse. La hausse du prix de l'électricité au Sénégal est due, selon la direction, à la cherté du combustible. Amadou Barry et Cherté Diouf. Le directeur général de la Sénélec révèle que rien que pour l'année dernière, sa société a reçu une subvention de 267 milliards de l'État pour maintenir ses tarifs. De nombreux efforts consentis par l'État, mais dans un souci de réorienter les priorités du gouvernement, un rééquilibrage s'impose avec un meilleur ciblage de la subvention, selon Mademba Biteye. La subvention était uniforme. Et donc, plus on consommait, plus malheureusement les clients de la tranche sociale qui n'utilisaient l'électricité que pour les besoins impératifs ne pouvaient pas payer l'essentiel de subvention d'en pomper les plus gros. Le DG de la société de distribution de l'électricité attribue au combustible la cherté relative selon ces termes de l'électricité au Sénégal, le combustible étant la principale source d'énergie de la compagnie. Si Sénélec aujourd'hui a assuré une couverture intégrale du pays par le réseau électrique, et malgré tout, on n'a pas encore baissé les tarifs de l'électricité, c'est parce que tout simplement, ce qui fait le tarif de Sénélec n'a pas encore changé. Nous ne pouvons pas encore baisser. Cependant, de belles perspectives sont en vue avec le démarrage imminent de l'exploitation des hydrocarbures, espère la Société d'électricité nationale. Donc l'exploitation du pétrole et du gaz, nous l'attendons parce qu'aujourd'hui nous sommes prêts. À titre d'exemple, la centrale de Bel Air, 90 MW, aujourd'hui complètement convertie et disponible pour pouvoir. Nous espérons avec le first gaz qui est annoncé, on pourra à cette date effectivement baisser les tarifs de l'électricité. La direction souligne que la puissance de la société est passée de 712 MW en 2012 à 1600 aujourd'hui, réduisant drastiquement la durée de délestage qui est passée de 39 jours en 2011 en une journée en 2022. L'espoir que le Sénégal porte sur la production de pétrole.
Amadou Barry, les associations de consommateurs prennent acte de l'ajustement du prix de l'électricité. L'ASCOSEN invite cependant l'État à élaborer des mesures d'accompagnement pour atténuer le choc pour les consommateurs. Mohamed Sissé, vice-président de l'ASCOSEN, est ici au micro d'Amadou Barry. Une chose est très importante, c'est-à-dire l'application la plus rapide de la mesure concernant la baisse sur le loyer. Un consommateur qui paye plus cher l'électricité se verrait bien compensé par une baisse du loyer. Je m'explique. Quand vous gagnez 60 000 francs dans votre poche, en plus des frais de scolarité, vous pouvez vous dire quand même que vous êtes un peu soulagé. Oui, j'ai vu venir la chose venir parce que le président de la République est monté au créneau pour nous avertir. Parce que tout le discours qu'il a eu à faire, la phrase que j'ai eu à souligner, c'est cependant au niveau et de l'électricité et un reste là-haut. Et puis l'environnement pour ceux qui sont impactés par cette hausse-là, il va falloir que l'État accompagne certaines politiques d'énergie. Afin que ces consommateurs soient imprégnés, sensibilisés pour une économie d'énergie et qu'ils ne sentiront pas d'être à leur niveau. C'est très important. L'Agence d'économie d'énergie est là. Les associations de consommateurs sont là pour faire une campagne. J'ai lancé en titre le transport interurbain de personnes est désormais interdit entre 23h et 5h du matin. Le ministre de l'Intérieur et le ministre des Transports terrestres ont signé un arrêté en ce sens. L'arrêté renseigne que durant les heures d'interdiction de circulation des véhicules de transport public interurbain de personnes, l'arrêt et le stationnement sur les axes interurbains sont interdits. Les véhicules concernés ne sont autorisés à stationner que dans les gares routières ou les parkings réservés à cet effet. Les heures d'ouverture et de fermeture des gares routières interurbaines, publiques ou privées pour le transport public de personnes sont fixées ainsi qu'il suit. Heure d'ouverture 5h du matin, heure de fermeture 23h. Cette décision fait partie des 22 points pris par le gouvernement du Sénégal afin de lutter contre les accidents de la route. Et puis, colère des agents municipaux de la ville de Rufisque. Ils dénoncent les lenteurs notées dans le paiement de leurs salaires. Ces derniers pensent que le nouveau système de gestion financière des collectivités locales est à l'origine de tous ces problèmes. Fatou Thioune est membre de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales de la ville de Rufisque. Il est interrogé par Babacar Seck. Nous sommes véritablement devenus des habitués de la rue. Ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas normal. Mais je me demande, ce logiciel-là, d'où il vient? Un logiciel qui n'est pas du tout maîtrisé que par 4 personnes, qui met toute une vie en jeu, c'est-à-dire le salaire des agents municipaux, qui jusqu'au 15 du mois n'arrivent pas à percevoir. Ce système, ce logiciel-là, c'est quoi? Il vient d'où? Et comment on commence à l'appliquer chez les agents municipaux? Pourquoi pas les fonctionnaires de l'État? Pourquoi pas? Et je me demande comment ça peut se faire. Parce que Dakar a perçu, Pikine a perçu, Saint-Louis a perçu. Pourquoi le département de Rufisque n'a pas encore perçu? Le mois passé, c'était comme ça. Ce mois-ci aussi, c'est la même chose. On se demande réellement si réellement est-ce que la ville de Rufisque n'est pas victime de, je ne sais, donc n'importe quel complot. Tout se pose sur la tête des agents municipaux de la ville de Rufisque. Avant-hier, c'était l'histoire de la Sococim, c'était l'histoire des augmentations de salaire. Depuis 3 mois, on n'arrive pas à avoir une augmentation de salaire, à l'instar des fonctionnaires de l'État. Mais aujourd'hui, mieux, avant de dire augmentation de salaire, il faut avoir d'abord le salaire. Nous courons derrière le salaire depuis 15 jours. Medina Djanké, dans le département de Malem Odar, cette localité fait face à plusieurs problèmes. Absence d'électricité, les routes sont presque impraticables, rendant difficile l'évacuation des malades. Omar Diaye. Le village de Medina Djanké dans la commune de Djanké-Souf est l'un des plus peuplés dans le département de Malem Odar, avec plus de 3000 habitants. Fondé en 1938. 85 ans d'existence, mais à Medina Djanké, le manque d'électricité et l'absence de lotissement constituent les principaux défis pour les populations.
dëkk bi dañ ko war a lotissé parce que ñun ci Sénégalais yi lañ bokk dañuy fay impôt comme ñëpp dëkk bi dafa war a am yoon 1930 ba léegi nga sañ ci dëkk bi mënul am courant mënuñu ko lotissé dëkk mënul am yoon loolu c'est pas normal. Incapables de trouver du boulot sur place ou d'y exercer leur métier, les jeunes de Médine Dianké n'ont plus de choix que l'exode rural pour subvenir aux besoins de leur famille. Les populations de Médine Dianké sont fatiguées et tous ces jeunes que vous voyez ne sont retenus ici que par les événements. D'ici demain, il sera impossible de réunir plus de 20 d'entre eux. Certains sont partis à Kaolack, d'autres ailleurs. Ils sont soit marchands ambulants ou conducteurs de charrettes. À ces difficultés s'ajoute l'enclavement de la localité, dû à une absence totale de pistes rurales praticables et les femmes enceintes paient le plus lourd tribut. Cette année, je suis allé à l'hôpital de Kaffrine 2 à 3 fois et à chaque fois, j'étais obligé de payer l'ambulance pour l'évacuation. Et comme vous le savez, les temps sont durs pour nous. Sans attendre les autorités, les jeunes de Médine Dianké disent s'investir pleinement pour sortir leur localité du sous-développement, d'où l'organisation de journées culturelles chaque année afin de réfléchir ensemble sur les actions à mener dans ce sens. Omar Ndiaye, pendant ce temps, à Kolda, des clubs de jeunes filles sensibilisent pour inciter les populations à la vaccination contre le Covid-19. Malgré la baisse des cas dans cette région, ces jeunes filles ne veulent pas baisser les bras. Ces dernières en profitent pour faire la promotion de la santé de reproduction. N'est-ce pas, Célou Diata? Ce matin, plusieurs dizaines d'adolescentes ont débarqué dans la commune de Mampatim, à 67 km à l'est de Kolda. Elles sont membres des clubs de jeunes filles leaders sous la tutelle du Centre Conseil pour adolescents et probablement les seuls encore sur le terrain de la sensibilisation des communautés sur la nécessité de prendre le vaccin contre la Covid-19. Aujourd'hui, on a beaucoup de thèmes à développer, comme par exemple, il y a le coronavirus et on a beaucoup de résultats grâce aux visites à domicile que les jeunes filles leaders font dans les différents quartiers et villages. Vous dites que les vaccins sont encore disponibles à l'hôpital? Moi, je pensais que non. Mais puisque vous m'avez donné la bonne information, je vais aller me vacciner. Quelques heures plus tôt, les filles ont effectué une visite de courtoisie au maire de la commune, comme pour rappeler que la collectivité locale reste la porte d'entrée pour toute intervention. C'est une fierté pour nous, la commune de Mampatim, qui sont venus vraiment montrer leur leadership. Nous sommes en train de suivre ce que vous êtes en train de faire et nous avons aussi constaté l'impact qu'il y a dans la société par rapport à vos activités. Donc tout ce que nous faisons, c'est de vous encourager et vraiment vous dire que chacun chez lui, dans sa communauté, que nous allons changer les choses. Parce que les gouvernants sont moins nombreux que les gouvernés. Donc quand les gouvernés vraiment s'organisent en communauté et travaillent dans une participation citoyenne, nous allons relever des défis. Mais ces jeunes filles n'ont pas parcouru la soixantaine de kilomètres uniquement pour prévenir la population locale de la menace encore réelle du virus responsable du confinement il y a 2 ans. Elles se sont également attaquées aux maux qui plombent l'épanouissement de la femme dans la contrée. Nous sommes ici pour faire entendre notre voix. Le développement durable exige qu'il soit assuré les droits de la femme, l'égalité des chances et la pleine participation des femmes pour réaliser le développement durable. Cependant, les femmes, surtout nous les filles, continuons d'être confrontées aux mêmes inégalités. Dans le Fouladou, les femmes gagnent moins que les hommes à travail égal et demeurent sous-représentées sur le plan de la prise de décision. La pleine et égale participation des femmes et le leadership ne sont plus une option. Ce sont des nécessités urgentes si nous voulons réaliser les changements. Depuis la naissance de ces clubs de jeunes filles, le dialogue intergénérationnel est devenu possible au Fouladou et les questions relatives à la santé reproductive discutables sans tabou. Transformation du secteur public sénégalais, le projet Dolel Admi réunit les partenaires du comité technique et de suivi. Le projet a pour but de renforcer une administration tournée vers l'avenir pour un développement durable au Sénégal. Ce projet est le fruit de la coopération sénégalo-allemande. Catherine Noussé est la directrice de Dolel Admi et est ici au micro de Moutagakan. Aujourd'hui,
nous organisons notre atelier de planification 2023 avec le comité technique et du suivi du projet d'Olelatmin. Le comité technique et du suivi consiste de plus de 21 partenaires qui sont aujourd'hui ici. Les partenaires comme les administrations publiques, le ministère en charge de la fonction publique, le ministère en charge de l'industrie, de l'économie, commerce, finance, et les régions pilotes. Il y a le représentant de la Chambre de commerce de Kaolack ici aujourd'hui, mais aussi le représentant de la société civile et du secteur privé, partie prenante de ce important projet qui a comme objectif d'adopter les réformes administratives pour moderniser l'administration publique sénégalaise. La première étape consiste d'organiser un laboratoire avec la structure qui s'appelle BOSS, le Bureau opérationnel du suivi du plan Sénégal émergent. Les lenteurs administratives dans la gestion de carrière des fonctionnaires, notamment celle des enseignants, sont devenues un mauvais souvenir. C'est l'avis du secrétaire général du ministère de la fonction publique. Il se félicite de la dématérialisation et de l'optimisation des procédures administratives qui ont d'ailleurs permis de faire gagner du temps aux administrateurs et aux fonctionnaires. Mohamed Mahmoud Diop est le secrétaire général du ministère de la fonction publique. Il est ici au micro de Mountaga Kane et de Mamadou Ba. Aujourd'hui, les agents de l'État qui sont à Kédougou n'ont plus besoin de se déplacer pour suivre leur carrière. Je peux en dire autant pour Ziguinchor, je peux en dire autant pour Saint-Louis. Ça fait un gain de temps, un gain qui impacte la productivité. Parce qu'un agent qui quitte Kédougou pour se déplacer à Dakar, il ferme sa classe pendant 2 jours. Il dépense de l'argent. Aujourd'hui, si on peut lui offrir les services in situ, presque à domicile, si je peux m'exprimer ainsi, un gain de temps. Ça renforce la productivité. Maintenant, le support principal des variables les plus importantes pour moderniser les procédures, c'est la dématérialisation. C'est un processus continu. Mais pas seulement la dématérialisation, nous avons aussi l'optimisation des procédures. Parce qu'il arrive que vous auditiez une procédure et que vous rendiez compte qu'il y a des doublons, qu'il y a des répétitions, il y a des choses que 2 personnes font qu'une personne pourrait faire. Donc, on fait des audits de ces procédures et on les optimise. Aujourd'hui, par exemple, à la fonction publique, nous avons la signature électronique. Le ministre qui faisait peut-être 1 semaine pour signer des actes électroniques, il peut signer 1000 actes ou 2000 ou 10 000 actes en une journée. La ziara annuelle Cheikh Omar Foutiyou Tall reprend ses droits après 3 ans de suspension. Dakar va accueillir l'événement le 27 janvier prochain. La ziara de Louga, quant à elle, est prévue le 14 janvier prochain. Je propose de suivre les explications de Thierno Madani Tall, khalife général de la famille omarienne. Il est interrogé par Aïssatou Kane et Moussa Dia. Cela fait exactement 3 ans que nous n'avons pas parlé du Ziara. Nous remercions le Seigneur qui nous a laissés en vie afin que nous puissions en parler aujourd'hui et prions pour le repos des âmes de ceux qui sont partis. Il y a 2 mois, Thierno Bassiré, le Khalif, m'a appelé pour que nous discutions de la Ziara. Je lui ai dit que nous n'attendions que son accord. Nous avions fait une pause, la Ziara de Worefondé avait été arrêtée, mais ça a repris, de même que celle de Richard Toll et Dakar. Et ceci, nous ne l'avons fait que pour suivre les recommandations du Seigneur et de son prophète en période de pandémie. Maintenant que nous avons reçu l'autorisation de reprendre les Ziara, nous allons tenir la Ziara de Louga ce 14 janvier. La Ziara de Cheikh Omar Foutiyou qui doit se tenir à Dakar va débuter le 27 janvier. Si Dieu le veut aussi, le vendredi prochain, nous allons effectuer la prière d'Al-Juma ici au niveau de la mosquée Cheikh Omar pour ensuite faire le Khadratul Juma et nous allons rester là jusqu'à la prière de l'aube. Le samedi, il y aura une conférence au King Fahd Palace jusqu'à 14h. À la suite de cela, nous reviendrons à la mosquée de Cheikh Omar pour faire des prières et des débats religieux.
À Louga, tout est fin prêt pour la 59e édition de la Ziara annuelle dédiée à Thierno Mountaga Daha Cheikh Oumar Tall. Elle est prévue du 13 au 14 janvier. Le président de la République est d'ailleurs attendu à Louga ce vendredi. Sékou Diallo. Les deux dernières éditions de la Ziara dédiée à Thierno Mountaga Daha Cheikh Oumar Tall n'ont pas été célébrées par les fidèles. La Covid-19 et ses conséquences ont favorisé cette suspension. Toutes les prières, les doigts, les bénédictions qui accompagnaient ces événements-là ont eu lieu par la grâce du Khalif. Donc nous réjouissons, c'est grâce à leurs prières que nous célébrons aujourd'hui la 59e édition de la Ziara dédiée à au vénéré plutôt Thierno Mountaga Daha Cheikh Oumar. Tout est fin prêt pour célébrer la 59e édition de cette Ziara. Il y a eu des CRD. Le premier CRD a eu lieu le 15 décembre dernier, convoqué ici au domicile du Khalif à la résidence Thierno Mountaga Daha par le gouverneur de région. Le gouverneur de El Hadji Bouya Amar a convié tous les chefs de services régionaux et départementaux à cette rencontre-là. Le comité d'organisation était présent sous la direction de son président Cheikh Oumar Mohamedoul Bachir. Nous avons décliné devant les autorités les besoins du comité d'organisation. Les autorités ont écouté attentivement ce que nous leur avons dit, ce que le comité d'organisation a demandé, et ils n'ont ménagé aucun effort. Depuis lors, ils se donnent corps et âme pour la matérialisation de ces objectifs. L'union des cœurs et des esprits sera au cœur des discours. Nous savons tous que nous avons un islam confrérique au Sénégal et le dialogue interconfrérique constitue un pilier important pour la bonne marche du pays. Il sera retenu comme thème majeur lors de cette ziara. Déjà même Thierno Cheikh a annoncé les couleurs à Ouakam. Vous avez même constaté que toutes ces dernières années, la ziara de Ouakam est parrainée par un des guides religieux du Sénégal. Et cette année, c'était Baye Niasse le parrain. Et le Khalif avait déployé une forte délégation. Et toutes les confréries seront présentes à Louga pour cette ziara. Cette ziara sera célébrée du 13 au 14 janvier 2023. Amadou Mokhtar Mbow, un siècle qui éclaire l'avenir, c'est le titre de l'ouvrage dédié à l'homme politique, plusieurs fois ministre. L'œuvre retrace également les grands moments de la célébration des 100 ans du patriarche loué par toutes les générations. Le livre évoque également certains aspects de sa vie et de son œuvre. C'est un compte rendu signé Ami Diouf et Barasso. Cet ouvrage est issu des actes du colloque international dans le cadre de la célébration du centenaire de Amadou Mahtar Mbow, tenu en mars 2021. Le comité de célébration a saisi l'occasion du centenaire du patriarche pour revisiter certains aspects de sa vie et de son œuvre. Si Amadou Mahtar Mbow est célébré, recélébré, il le doit à quelque chose d'assez exceptionnel. Il a un parcours d'abord exceptionnel. Mais lui aussi, son engagement est un engagement exceptionnel qui est parti de ces années où il était étudiant à la Sorbonne, un militant dans les associations d'étudiants, jusqu'au moment où il s'est retrouvé à la tête de cette immense organisation internationale qu'est l'UNESCO. Amadou Mahtar Mbow, un siècle qui éclaire l'avenir, un titre qui en dit long. Ce livre touche plusieurs domaines pour servir la jeunesse. Amadou Mahtar Mbow, toute sa vie est une vie de militant, une vie au service de l'autre. C'est une vie au service de l'humanité, une vie faite d'humanisme, une vie faite d'altruisme. Je crois que c'est tout ça qui a fait que l'apparition de ce livre, qui est un condensé de toute une réflexion autour de sa personne, son œuvre, ses réflexions, son engagement et son action est là, et il n'y a pas plus actuel que le combat d'Amadou Mahtar Mbow, soit autour du dynamique, les droits humains, ou au Sénégal, ne l'oublions pas, les assises nationales, dont les conclusions jusqu'à présent interpellent le monde politique et le monde. Les revenus de ce livre permettront de financer la fondation Amadou Mahtar Mbow. D'éminentes personnalités du monde entier ont eu à produire des réflexions extrêmement approfondies sur les domaines scientifiques, sociologiques, anthropologiques, historiques
Et je crois que la jeunesse de nos pays, la jeunesse africaine, la jeunesse du monde, est une source d'inspiration. Le comité de célébration a profité de cette occasion pour plaider pour la mise en place d'un comité Amadou Mahtar Mbow des citoyens afin de perpétuer ce legs en faveur de l'Afrique pour une refondation des relations du monde et du multilatéralisme. Vous l'avez compris, place à présent à la rubrique Environnement Iclair, suite de notre série de reportages sur le parc Nyokolo-Koba. Iclair s'arrête ce soir sur l'écotourisme au sein du patrimoine mondial de l'UNESCO où des investisseurs étrangers et sénégalais encouragent depuis quelques années cette forme de tourisme respectueuse de l'environnement à travers des initiatives à la fois économiques et écologiques. C'est un sujet de Pape Ibrahim Ndiaye et de Céline Saloudem. Se fondre dans un paysage écologique, sans chercher à dompter la nature, mais surtout être capable de l'observer sans la perturber, en hauteur ou de plus près. L'objectif est le même, montrer aux animaux que c'est eux qui nous accueillent sur leur territoire et non l'inverse. 40 secondes après, se sont rallumés, après, ils n'avaient pas bougé. Pour lui, c'est la lune, c'est... Par contre, une lampe qui bouge, ça, ils ont vite peur. C'est tout cela qui forge l'esprit de Nyokolodje, un esprit au cœur de l'écotourisme. Parce qu'il faudra faire la différence entre un hôtel, un campement et un lodge. Un lodge, c'est en général un établissement hôtelier que l'on retrouve en pleine nature et qui a l'esprit de pouvoir préserver l'environnement où qu'il soit. Donc vous avez vu qu'on a essayé de nous insérer directement dans la nature sans trop choquer la nature et sans trop faire bouger les animaux. Parce que nous sommes venus dans leur environnement, c'était à nous de nous adapter. Et quand on parle de lodge d'écotourisme, c'est de pouvoir adapter le tourisme, l'hôtellerie, à l'intérieur d'un parc national ou à l'intérieur d'une réserve. Un autre facteur important à prendre en compte, c'est investir sans travestir. Parce qu'il y aura beaucoup de sacrifices à faire. On sortira des voitures à diesel et autres pour aller à des voitures électriques. Si tu veux faire une balade dans le fleuve, il faudra penser ne pas prendre un moteur diesel, prendre un moteur électrique. Donc les dépenses sont beaucoup plus grandes, mais on arrive à avoir ce que l'on veut, c'est-à-dire la préservation de la nature. Et les gens viennent dans cet esprit-là et ils nous accompagnent par rapport à cela. Mais comme toute activité, tout secteur, l'écotourisme n'échappe pas au principe de responsabilité sociétale des entreprises. Et pour Nyokolodje, c'est entre ouverture de pistes, construction de miradors, entre autres actions. Et ici, pour la mare d'Oudassi, on a entrepris de défricher 4-5 hectares d'une plante très invasive qui tue la biodiversité et la structure de la mare, qui est le Mimosa pigra. Donc après avoir tout nettoyé, raclé, l'eau a pu remonter, etc. Et on a un magnifique biotope qui se recrée. Chaque fois qu'on crée une mare humide, la biodiversité y gagne fantastiquement. Faire de l'écotourisme, c'est accepter de sortir de sa zone de confort, rythmée notamment par les pollutions numériques. Comme nous l'avons expliqué, donc il y a un rognier de plus de 30 mètres, on a des poulies ci kaw. Donc on a mis un petit sac, double un téléphone, le téléphone il arrive à capter le signal à partir d'un village qui s'appelle Dialokoto, qui a plus de 3 mètres. Un procédé sans doute fastidieux pour être connecté mais utile de temps en temps avec l'autre monde. Oui, parce que dans l'écotourisme, il faut être capable de résister au Wi-Fi et au réseau téléphonique. Tu te retrouves sans connexion, tu te retrouves sans lumière, tu te retrouves sans eau, mais c'est une question d'une journée, 2 journées. Après, on se réadapte et on fait avec.
C'est d'ailleurs ce reportage signé Pape Ibrahim Mendia et Sereni Salioudem qui me font à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.